أنتم لا تعرفون اليوم من تقاتلون. أما حزب الله لا يمكن أن يكون في جبهة فيها أمريكا أو فيها إسرائيل أو فيها نابشو قبور وشاقوا صدور وقاطعوا رؤوس. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous avons donc décidé ce soir de parler de la Coupe du Monde au Qatar et plus précisément des appels au boycott qu'on peut entendre ici et là dans les médias. Alors pour cela, j'accueille Ziloub qui va m'accompagner dans ce travail d'analyse. Assalamu alaikum, bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous tous. Donc je vais peut-être reprendre quelques points fondamentaux pour placer le contexte. Depuis quelques semaines, voire quelques mois, on a des appels à boycotter la Coupe du Monde. Donc ça vient essentiellement de milieux ou de personnalités qu'on pourrait qualifier d'idéologiquement de gauche, qui montent au créneau, ce qui a d'ailleurs pour conséquence de rendre le Qatar assez sympathique aux yeux des antisystèmes. Néanmoins, on se rend compte que les grands pontes de la finance, les grands chefs politiques de ce monde, ont plutôt tendance à rejeter cet appel au boycott. Donc on voit qu'il ne vient pas des puissants, en tout cas des plus puissants, cet appel au boycott, puisqu'il est refusé, qu'il viendrait essentiellement d'ONG telles qu'Amnesty International et toutes les organisations qui sont un peu dans cette ligne idéologique. Alors les conditions, ou plutôt les raisons évoquées pour justifier cet appel au boycott, c'est essentiellement les conditions des travailleurs, premièrement. Ensuite vient l'argument écologique, puisque l'empreinte carbone de l'émirat qatari ne serait pas bonne. Et enfin, les conditions des homosexuels et des LGBT. Ziloub, est-ce que tu as des éléments à ajouter par rapport à cela ? Je voulais juste préciser donc que la Coupe du Monde au Qatar a été attribuée le 2 décembre 2010. À cette date, il me semble d'ailleurs qu'il avait été attribué exactement aussi la Coupe du Monde en Russie qui a eu lieu il y a 4 ans. À l'époque, lorsque le Qatar a été donc désigné par la FIFA lors d'un vote, ils étaient en lice contre les États-Unis. Et ils ont reçu donc 14 voix contre 8 pour les États-Unis. Donc ils avaient emporté haut la main l'organisation de cette Coupe du Monde. Très rapidement, les États-Unis avaient appelé à la corruption de la Russie d'ailleurs aussi, parce qu'à l'époque elle devait organiser la Coupe du Monde en 2018 et donc du Qatar. En gros, pour faire simple, ça laissait entrevoir que les États-Unis l'avaient eu très mauvaise sur le fait donc que un pays comme le Qatar puisse avoir la Coupe du Monde et pas les États-Unis. Donc très rapidement, il y a eu des enquêtes, les États-Unis ont mené des enquêtes, et même à travers la CIA. Parmi les dégâts collatéraux de ces enquêtes, on a eu notamment le scandale autour de Michel Platini, qui est un ancien immense sportif et footballeur français, qui est très connu en France et qui à l'époque officiait en tant que président de l'UEFA, qui est la plus grosse instance européenne du football. À l'époque, le gouvernement français, d'après ses dires, lui avait suggéré de voter pour le Qatar. Et donc lui-même s'était fait donc après par la suite, un scandale avait éclaté autour de lui et de l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, comme quoi il aurait touché 2 millions d'euros qu'il n'aurait pas déclarés de salaire. Il s'est avéré que en fait c'est faux, il a été lavé de tout soupçon et en fait il n'a jamais été corrompu et il n'a jamais il a voté pour le Qatar a priori en son âme et conscience. Donc à l'époque déjà politiquement ça avait l'air de poser problème aux États-Unis. Le temps a passé, on parlait de temps en temps de la condition des travailleurs au Qatar lors de la construction des stades, etc. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le Qatar n'est pas du tout un pays de football. Donc pour organiser une Coupe du Monde, ils ont dû construire les stades de A à Z. Et de temps en temps, on entendait des choses sur la condition des travailleurs, etc. Mais dernièrement, ça s'est énormément accentué quelques mois avant le début de la Coupe du Monde. Sachant qu'on parle donc de 2010, c'est qu'entre-temps, on a eu la guerre en Syrie.
Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire le lien un petit peu avec l'hypocrisie qui peut régner, puisque à l'époque, quand il s'agissait d'armer Jabhat al-Nusra et compagnie pour détruire la Syrie, le Qatar n'était pas le dernier. Et par contre, là, personne ne lui reprochait quoi que ce soit. Il y a même eu, parce qu'on sait qu'aussi le Qatar a racheté le club de foot du Paris Saint-Germain. Et je sais que certains supporters dans certains stades ont commencé à mettre des banderoles par rapport au Qatar, comme quoi le Qatar finançait le terrorisme. Et là, la direction du Paris Saint-Germain avait été très très virulente à l'époque et elle avait menacé de porter plainte pour diffamation, etc. Et tout était rentré dans l'ordre et plus personne n'en a jamais parlé. Et encore aujourd'hui, on voit qu'on reproche au Qatar de ne pas être assez avancé par rapport aux LGBT. On leur reproche, par exemple, la non-vente d'alcool dans les zones fans, dans les fan zones, qui vont accueillir les supporters lors de la Coupe du Monde, sachant que, par exemple, en France, qui n'est pas un pays musulman, la vente d'alcool était interdite dans les stades. Là, ça ne pose pas de problème. On leur reproche donc la condition des travailleurs et on leur reproche aussi bien sûr que des stades soient climatisés, etc., etc. Donc en fait, on leur reproche toujours des choses, on va dire bien pensantes, mais des choses réelles, graves, comme la destruction de la Syrie. Ça, on n'en a absolument jamais entendu parler dans les médias occidentaux. Et voilà, et c'est pour ça que je voulais un petit peu en parler ce soir. Donc déjà, les principales raisons, si je liste un petit peu ce dont tu parlais, on a les conditions des travailleurs, ensuite on a l'écologie et les conditions, on va dire, des homosexuels, à savoir donc le lobby LGBT. Alors il me semble, alors déjà je ne m'intéresse pas du tout au foot de manière générale, mais disons simplement par le plaisir d'analyser ce que l'on nous sert, quelle soupe on nous sert dans les médias, je suis allé prendre quelques informations par rapport à ces thématiques. Alors, j'ai trouvé que la Confédération syndicale internationale avait établi un classement des pires pays concernant les violations des droits des travailleurs. Et dans le haut de tableau, les 10 premiers sont le Bangladesh, Honduras, les Philippines, le Brésil, l'Inde, la Turquie, la Colombie, le Kazakhstan et le Zimbabwe. On ne retrouve pas le Qatar. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a du coup dans le haut de tableau la Turquie, qui est un pays de l'OTAN, qui est un pays avec lequel les grandes puissances entretiennent de très bonnes relations, et notamment l'entité sioniste. Et si on veut rester sur le plan sportif, on a le Brésil qui avait accueilli une Coupe du Monde en 2014. Or, aucune ONG et aucune grande instance internationale n'a appelé, et ni même aucun média, n'ont appelé à effectuer un boycott sur le Brésil lors de la Coupe du Monde de 2014. Ensuite, si on prend le deuxième argument, à savoir l'écologie et l'empreinte carbone de l'émirat qatari qui serait du coup mauvaise, on a un classement des pays les plus pollueurs de la planète qui sont au premier rang la Chine, ce qui est un peu logique vu qu'ils sont un quart des habitants du monde. Ensuite les USA, ce qui est déjà un petit peu moins. L'Inde, la Russie, le Japon, l'Iran, l'Allemagne, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite et le Canada. Lorsque l'on regarde ce classement, on se rend compte que durant moins des 30 dernières années, on a 4 pays qui sont dans les 10 pays les plus pollueurs qui ont accueilli des Coupes du Monde, à savoir les USA en 1994, la Russie en 2018, l'Allemagne en 2006 et la Corée du Sud en 2002, et que, toujours pareil, aucune des grandes instances internationales ni des ONG de type Amnesty International ont appelé à un boycott du Qatar. Enfin, le troisième argument qui serait les conditions des homosexuels au Qatar, on a un classement des pays les plus homophobes au monde, dans lesquels arrive en tête de liste le Brunei, qui est une monarchie en Asie du Sud-Est, une monarchie islamique, l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, la Mauritanie, l'Iran, le Qatar, le Yémen, le Nigeria, l'Irak et le Soudan. Donc ici, le seul argument qui est logique et cohérent dans les 3 premiers évoqués, à savoir les conditions des travailleurs, l'écologie et les droits des homosexuels, le seul argument qui serait cohérent, c'est le droit des homosexuels, puisqu'effectivement, le Qatar ne semble pas très gay-friendly, comme on dit dans certains milieux. Et donc, si on fait un petit peu une synthèse, je rappelle quand même qu'on a les grands puissants, Macron, Biden, enfin en fait, tous les grands puissants refusent catégoriquement de boycotter le Qatar tel que on les appelle à le faire actuellement. Et on se rend compte du coup qu'on a ces 3 lobbies, l'écologie, le LGBTisme et bon le lobby entre guillemets des syndicats, bien que c'est un peu ridicule parce qu'on sait qu'ils ne pèsent absolument rien dans la balance.
Mais ces trois lobbies, en fait, n'arrivent pas à convaincre ni à faire plier les grands puissants de ce monde, alors qu'on aurait tendance à les considérer, au moins pour le lobby gay et pour le lobby écologique, comme hyper puissants, étant donné leur pouvoir à monopoliser l'espace médiatique français et à y imposer leurs centres d'intérêt qui sont en vérité des centres d'intérêt que d'une minorité. La plupart des Français ne sont ni écologistes ni homosexuels. Donc la question de fond que ça pose, c'est, à mon avis, quel facteur rend ces lobbies si efficaces sur certaines questions et si inopérants sur d'autres questions, notamment sur le fait de convaincre ici les grands puissants d'effectuer un boycott du Qatar. Et il me semble que Ziloub a donné des clés de compréhension qui sont fondamentales, à savoir que ce que l'on peut reprocher de plus grave au Qatar, savoir la destruction de la Syrie, quelques relations avec l'entité sioniste, on va y revenir et je vais lui donner la parole pour cela, sont probablement les choses les plus graves et en fait on n'en entend jamais parler en ce qui concerne la critique du Qatar. Alors, on a des bonnes raisons de refuser le boycott. Déjà, nous, on a des bonnes raisons de le refuser, mais aussi les puissants ont des bonnes raisons de refuser le boycott du Qatar. Alors, pour les puissants, la première bonne raison de refuser le boycott du Qatar, c'est que le Qatar représente une alternative au gaz russe pour l'Union européenne. Donc, on a plutôt des bonnes raisons, en tout cas les dirigeants européens, d'aller essayer d'amadouer cet émirat. Et on a parlé, tu en as parlé, Ziloub, en tout cas, on reproche parfois certains agissements un petit peu de l'ordre de la corruption envers des dirigeants européens. Donc, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, mais il me semble que c'est déjà une bonne raison pour les puissants d'éviter de se fâcher avec le Qatar. Ah bah écoute, c'est très très intéressant ce que tu viens de dire parce que de mémoire, et vous me corrigerez si je me trompe, mais dès le départ de la crise russe, et notamment à travers le gaz, le Qatar a tout de suite tiré la sonnette d'alarme en disant attention, votre boycott de gaz russe, nous n'avons pas les capacités de le compenser. Et ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'on pourrait pas faire un rapprochement parce que ça correspondrait un petit peu au retour du Qatar bashing. Mais ça, bien sûr, ce ne sont que des supputations de ma part. Alors, il faut en plus comprendre qu'ici, ce serait plutôt un argument qui pencherait en leur défaveur, parce qu'à la limite, les Européens pourraient leur dire pourquoi est-ce que vous ne produisez pas plus, justement, pour essayer de compenser nos pertes. Mais il faut comprendre que pour les États-Unis, le fait que le Qatar refuse d'augmenter sa production au-delà d'un certain plafond, ça représente une manne financière énorme pour eux, puisque les États-Unis sont le premier exportateur de gaz naturel liquéfié vers l'Union européenne depuis les sanctions internationales imposées à la Russie. Donc ici, en fait, si je fais une synthèse, on a deux raisons pour que les grands puissants refusent le boycott du Qatar. La première, c'est effectivement l'Union européenne, en tout cas les dirigeants de l'Union européenne qui cherchent à se mettre dans la poche, en tout cas à ne pas se fâcher avec les dirigeants du Qatar pour essayer de combler leur manque en gaz. Et on a les États-Unis qui en fait ont un intérêt inverse, qui est de dire au Qatar non, surtout pas, vous ne surproduisez pas, parce que tout ce que vous n'allez pas vendre, en fait, c'est nous qui allons le vendre à l'Union européenne. Et cette nouvelle configuration depuis les sanctions internationales font de nous le premier exportateur de gaz naturel liquéfié vers l'Union européenne. Donc ça, il me semble qu'ici, on a du coup des bonnes raisons qui expliquent le refus des grands puissants de ce monde de boycotter le Qatar. Ensuite, on peut peut-être parler des bonnes raisons de refuser le boycott, mais pour nous. Et je dirais qu'ici, on peut quand même expliquer rapidement le rôle que joue le Qatar, notamment vis-à-vis de la Palestine et entre autres de la résistance palestinienne, à savoir le Hamas, puisqu'il faut savoir que le Qatar finance et entretient, entre guillemets, d'un point de vue économique, le Hamas. Ils ne sont pas les seules mannes financières, puisque l'Iran le finance, probablement la Turquie aussi envoie des aides au Hamas. Et donc c'est une bonne raison pour nous, à la limite, de refuser ce boycott du Qatar, mais on verra un peu plus tard les limites, on va dire, de ce soutien financier. Il y avait un petit truc que je voulais préciser aussi, c'est une des raisons du boycott selon les médias occidentaux, c'est le nombre de morts sur les chantiers qataris. Et j'avais écouté une émission de football très connue là sur une radio très connue là qui s'appelle RMC là, et à un moment donné il y avait un spécialiste qui avait parlé le problème c'est que je vais pas être très précis dans le nom, etc. Mais il rapportait qu'en fait par rapport à la taille des chantiers qui représentaient donc les stades, il y avait 1,5 fois moins de morts sur les chantiers qataris que sur les chantiers parisiens.
Donc là aussi, on se rendait compte qu'en fait, c'était comment ça s'appelle, une raison fallacieuse pour laquelle il fallait boycotter le Qatar, quoi. Concernant les LGBT, la polémique est venue sur le fait que le lobby LGBT voulait que les capitaines des équipes de foot portent le brassard arc-en-ciel lors des matchs de la Coupe du Monde. Et ça, ceux qui ont refusé en première instance, c'est pas le Qatar, mais c'est la FIFA elle-même, qui est donc l'instance qui est détenteur des droits de l'organisation de la Coupe du Monde. D'ailleurs, ça avait fait une grande polémique puisque le gardien de l'équipe de France avait dit clairement, moi je ne porterai pas ce brassard-là. Et voilà, et on voit encore une fois de plus il nous accapare l'esprit avec, entre guillemets, des faux sujets, avec des sujets, on va dire, ultra secondaires. C'était là l'objet un peu de mon coup de gueule, c'était justement comparé à ce qui s'est passé en Syrie, quoi. Et je voulais savoir, toi, Aïssa, est-ce que tu pourrais nous rappeler quel a été l'impact direct et indirect du Qatar concernant la destruction de la Syrie, qui, je le rappelle, a fait des centaines de milliers de morts, a plongé un pays qui était autosuffisant en agriculture dans une certaine pauvreté, etc. Et surtout qu'il l'a jeté en proie à l'entité sioniste à côté, etc. Donc voilà, est-ce que toi, tu pourrais rappeler les faits? Alors ça tombe bien parce que du coup la transition, tu l'amènes parfaitement. On pourrait du coup maintenant qu'on a vu les mauvaises raisons, entre guillemets, en tout cas les bonnes raisons de ne pas boycotter le Qatar, on pourrait du coup maintenant entrer dans les bonnes raisons de le boycotter. Et là encore, on pourrait faire comme on a fait du coup pour les bonnes raisons de refuser le boycott. On pourrait regarder quelles sont les bonnes raisons pour les puissants de le boycotter et quelles seraient les bonnes raisons pour nous de demander ce boycott ou d'accepter ce boycott. Alors, avant de rentrer dans le dossier syrien, parce que je pense qu'il faudra qu'on finisse là-dessus pour bien enfoncer le clou, pour les puissants, les bonnes raisons d'accepter le boycott du Qatar, c'est peut-être déjà le refus du Qatar d'envenimer ses relations avec la Russie. On a vu depuis le conflit ukrainien que je pourrais pas dire que c'est un allié au sens premier du terme, mais en tout cas, clairement, il y a un refus de se positionner clairement dans le camp de l'OTAN et des atlanto-sionistes de la part du Qatar. Donc ça serait une première bonne raison pour les puissants de ce monde d'appeler au boycott du Qatar. Ensuite, on peut évoquer rapidement le rapprochement du Qatar avec l'Iran depuis environ 2017. Ça faisait suite aux volontés de l'Arabie Saoudite de placer l'émirat du Qatar sous embargo. Et en vérité, le seul pays dans la région qui avait refusé d'appliquer ce blocus et surtout qui avait envoyé des forces armées pour aller briser ce blocus, c'était la République islamique d'Iran. Donc ça pourrait effectivement énerver les puissants de ce monde et légitimer, on va dire qu'ils acceptent ce genre de boycott. Et enfin, tu l'as abordé tout à l'heure, donc je voudrais bien que tu y reviennes et que tu nous donnes quelques petites précisions. Il y avait le refus d'installer une sorte de consulat temporaire pour les supporters sionistes. On a vu ça sur des blogs de foot. En fait, même l'entité sioniste, finalement, ne s'en est pas tellement plainte puisqu'ils viennent d'ouvrir les premières lignes entre l'entité sioniste, entre la Palestine occupée et le Qatar pour accueillir des supporters sionistes. Donc, que penser de cette Coupe du Monde qui, finalement, refuse la présence de la Russie et accepte des souillures telles que l'entité sioniste? Si tu as des choses à nous dire par rapport à ça, elle serait les bienvenue. Alors, le Qatar avait obtenu auprès de l'entité souillante d'imposer le passage de 8000 Palestiniens pour aller vers le Qatar, pour que 8000 Palestiniens puissent accéder à la Coupe du Monde. Le Qatar avait imposé que la moindre attaque ou la moindre violation de paix annule toutes les liaisons directes entre Israël et Doha, donc est la capitale qatari, pour les supporters israéliens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Israël perpétuait une attaque ou violait la paix, dans ces cas-là, les supporters israéliens étaient menacés de ne plus pouvoir accéder à la Coupe du Monde. Il y avait le refus aussi du Qatar d'avoir un bureau représentatif diplomatique provisoire pour les supporters israéliens. Donc là, ils avaient refusé ça. Ils avaient aussi bloqué le roaming israélien, imposant
aux souilleurs sionistes de prendre des puces qataries s'ils voulaient avoir accès à Internet une fois rendus sur le sol qatari. Voilà pour les informations. Moi, personnellement, bien sûr, ça ne me satisfera pas, surtout que je pense que depuis le temps, les sionistes ont mené des exactions, notamment contre le djihad islamique, et n'arrêtent pas de rentrer, comme on peut le voir tous les jours sur ton canal. Donc, ils font des incursions dans le camp de Jenin, à Nablus, à Hébron, etc. Donc là, qu'en est-il des supporters israéliens? Sont-ils interdits de venir à la Coupe du Monde du Qatar? Je ne sais pas, mais j'ai pas eu cette information-là. Il n'en demeure pas moins que de toute façon, les premiers vols commerciaux, ça y est, ont débuté ces derniers temps entre le Qatar et Israël. Leur petite pression par rapport à Israël ressemble plus à un petit bonbon sucré plutôt qu'à un vrai médicament, quoi. Oui, en quelque sorte, on pourrait dire que les dommages sont bien plus importants que les petits préjudices entre guillemets qui leur feraient subir et qui n'en sont même pas en fait. C'est surtout de la menace qui est même pas réalisée en fait au bout du compte. Alors je pense qu'on peut peut-être terminer par les bonnes raisons pour nous du coup d'accepter entre guillemets un boycott du Qatar. Donc je parlais de l'absence de la Russie à cette Coupe du Monde, ce qui en soi déjà légitimerait parfaitement qu'on boycotte cette Coupe du Monde, pour des raisons sur lesquelles on va pas trop s'éterniser. La présence de l'entité sioniste dans une telle compétition sur une terre qui est censée être une terre islamique, de peuple essentiellement musulman, la majorité, dans l'écrasante majorité, ça c'est une raison qui légitimerait parfaitement qu'on boycotte cette compétition. Et puis si on veut dépasser un peu le cadre du sport pour entrer dans des choses un petit peu plus sérieuses, je pense qu'on pourrait parler du coup de la question de la Palestine et de sa résistance et bien entendu du rôle du Qatar dans la destruction de la Syrie. Alors on va peut-être commencer par les liens qu'entretiennent le Qatar avec le Hamas. Je disais tout à l'heure que c'est un pays qui finance le Hamas en partie, avec la Turquie mais aussi l'Iran. Et ça nous permet ici peut-être de rappeler qu'au sein du Hamas, on a finalement quelques centres de commandement, plusieurs centres de commandement qui sont pas toujours d'accord les uns avec les autres. Et une des raisons de ces désaccords, c'est que leurs bailleurs, en fait, que ce soit d'un point de vue financier ou même des armes, ne sont pas toujours les mêmes. Ce qui explique certaines dissensions au sein des dirigeants du Hamas. Et on peut dire que le rôle du Qatar et de la Turquie est essentiellement d'amener un approvisionnement financier, économique, pour financer les salaires de la branche politique, disons, du Hamas, alors que le rôle de l'Iran est plutôt d'armer, même s'il finance également, mais disons que la particularité de l'Iran, c'est que c'est la seule puissance à armer, en tout cas la seule puissance étatique, puisque le Hezbollah est aussi un mouvement qui arme la résistance palestinienne, mais du point de vue des États, l'Iran est la seule puissance étatique qui prend le risque et qui assume le fait d'armer, de former militairement la résistance palestinienne. Donc on peut considérer finalement que c'est un point plutôt positif que le Qatar finance la branche politique du Hamas, sauf que en contrepartie de ce financement, ils ont souvent tendance à demander aux branches du Hamas qui ne sont pas sur leur coupe, à savoir du coup la branche armée, de faire des concessions face aux demandes de l'entité sioniste. Ils sont souvent aux tables des négociations pour servir d'intermédiaires en période de crise, et notamment lorsqu'il y a des grosses escalades des violences. Et on retrouve souvent ces deux intermédiaires, le Qatar et l'Égypte de Sisi, parfois Erdogan aussi. Mais on peut du coup à mon avis, mettre en avant et expliquer aux gens que ce qui paraît être un soutien en apparence est plutôt une tentative de servir d'intermédiaire pour essayer de tirer la résistance palestinienne des mains, entre guillemets, de l'Iran, tel qu'il le formule. Moi, si je devais le formuler, je dirais plutôt que ils essayent en fait de saboter les efforts de renforcement de la résistance palestinienne à travers les mannes financières qu'ils lui proposent. Ça nous permet ici d'enchaîner sur ce dont tu voulais parler, à juste titre, puisqu'à mon avis, c'est le sujet le plus important lorsqu'on parle du Qatar. C'est le rôle du Qatar dans la destruction de la Syrie, puisqu'effectivement, au début de la guerre en Syrie,
l'Iran n'était pas la seule puissance étatique qui fournissait des armes et de la formation militaire à la résistance palestinienne. Il y avait aussi la République arabe syrienne, donc de Bachar al-Assad. C'était quelque chose de officiel, puisque même les dirigeants du Hamas chantaient les louanges de Bachar en public et le remerciaient pour son soutien militaire. Et l'argent proposé par le Qatar au Hamas a réussi à créer d'énormes dissensions entre ces deux blocs, entre la République arabe syrienne et le Hamas. Ils ont réussi à faire sortir le Hamas de Syrie, mais aussi et surtout, le Qatar a joué un rôle prépondérant dans le financement de toute la tendance djihadique takfiri, qui est ni plus ni moins que ce qu'on peut appeler les anciens réseaux d'Al-Qaïda, voire les réseaux renouvelés d'Al-Qaïda, puisque Jabhat al-Nusra était clairement la branche syrienne d'Al-Qaïda en Syrie. Mais j'ai envie de dire, leur rôle ne se limite pas à ça, puisque à peu près toutes les milices qui ont combattu Bachar al-Assad au début étaient financées par le Qatar. Et ensuite, on a eu un financement saoudien, un financement israélien qui est venu après, mais j'ai envie de dire comme une forme de contre-révolution qui visait surtout à sécuriser les régions sud pour que les milices ne prennent pas trop de puissance au cas où il leur viendrait l'idée de menacer l'entité souillante sioniste. Mais clairement, le Qatar a joué un rôle prépondérant. Ça a peut-être été un des premiers grands financeurs de la révolution syrienne et de la révolution, qu'on s'entende bien, même si tout le monde est, je pense, est au fait de cet épisode de l'histoire ici, mais on parle d'une révolution takfiri, terroriste, djihadique dans le mauvais sens du terme. C'est pas de djihad authentique de l'islam qui devrait combattre l'occupation sioniste et l'occupation américaine en Irak. On parle d'un djihadisme terroriste de tendance wahhabite qui a martyrisé le peuple syrien, dont toutes les exactions ont été passées sous le silence dans les médias occidentaux pendant environ 3 ans et demi. Et le jour où les puissances occidentales ont décidé d'intervenir elles-mêmes en Syrie, puisqu'elles ne parvenaient pas à concrétiser leur objectif de faire tomber Bachar al-Assad par l'intermédiaire de ces hordes de djihadistes takfiri, le jour où les puissances occidentales ont décidé d'envoyer leurs troupes en Syrie, notamment sous le prétexte fallacieux de soutenir les Kurdes, les séparatistes kurdes, eh bien là, ils ont commencé à reconnaître les exactions de Daesh, en nous forçant à pleurer de toutes les larmes de notre corps ce qu'il se passait pour Charlie Hebdo, c'est-à-dire 15 morts, et ce qui s'est passé en France, même si c'est bien dramatique que le peuple français ait eu à connaître l'horreur et l'atrocité de ce terrorisme. Mais je rappelle que 300 morts, on n'est même pas arrivé à 300 morts sur 6 ans de terrorisme, alors que 300 morts, c'était largement ce que vivaient les Syriens en une seule journée pendant 5 ou 6 ans d'affilée. Donc voilà le rôle qu'a joué le Qatar dans cet épisode. Je pense que après ça, les conclusions viendront très naturellement, mais je te laisse peut-être rajouter des éléments si tu le souhaites, mon cher Ziloub. Ouais, non, j'avais rien de spécial à rajouter. Mon coup de gueule a été passé par rapport à cette immense hypocrisie. Tu me le rappelais tout à l'heure, en fait, on est un peu face à la même hypocrisie avec Hassan Hussein, c'est-à-dire il y a une cabale contre lui, mais c'est pas une cabale pour les choses essentielles et sur les choses véridiques. C'est-à-dire qu'on lui reproche des choses qui à la limite sont justes. C'est-à-dire que quand il décrit que, voilà, dans l'islam, le mariage c'est un homme et une femme, et c'est pas un homme et un homme ou une femme et une femme, ça c'est quelque chose qui est juste et quelque chose qu'on ne doit pas lui reprocher. Mais par contre, quand il appelait au pseudo-djihad et quand il appelait au massacre de l'armée arabe syrienne, là il y avait personne pour le traîner devant des tribunaux, parce que je vous rappelle que appeler au djihad et appeler à la guerre sainte, normalement, vous ramène en prison en France. Et d'ailleurs, ça ne lui a posé aucun problème à l'époque. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on lui refuse de rester en France, c'est pas ce qui lui est reproché. Ce qui lui est reproché, c'est des propos contre l'antidésioniste et effectivement sur les conditions des femmes, etc. Donc, voilà. Et là, pareil, on retrouve un peu les mêmes similitudes avec donc cette Coupe du Monde au Qatar. Parfaitement, je suis entièrement d'accord. Je te remercie de l'avoir souligné. Alors en ce qui me concerne, du coup, j'ai quelques petites conclusions qui, je le disais, viennent fort naturellement après tout ce que l'on a dit. À savoir que du coup, on a des mauvaises raisons de boycotter le Qatar et on a des bonnes raisons
de le boycotter. Mais en vérité, ce qui est extrêmement, j'ai envie de dire, offensant et presque insultant à notre intelligence, c'est que ce qui est médiatisé, ce sont toutes les mauvaises raisons, en fait. Alors qu'il y a un véritable blackout sur tous les mauvais agissements du Qatar et les bonnes raisons de le boycotter, à savoir tout ce qu'il a fait pour détruire la Syrie, l'Irak, puisqu'ils ont aussi participé à la construction de Daesh, et le financement, de manière générale, de la tendance terroriste takfiri dans le monde. Et ça, c'est un blackout total. Personne ne reproche ça au Qatar, qu'il s'agisse d'Amnesty International, des associations des droits de l'homme, etc., etc., et de tous ceux qui demandent actuellement de boycotter le Qatar parce qu'il y aurait trop de gaz d'échappement ou je ne sais quoi, ou de climatisation là-bas. Du coup, ce que l'on se rend compte, c'est que dans les lobbies, finalement, il y a une hiérarchie, puisque ce sont les lobbies les plus puissants qui décident si on applique ou pas des sanctions, puisqu'en fait, quand on parle de boycott ici, c'est un mot mignon, mais je rappelle que les sanctions sur la Syrie, elles ont été votées en quelques jours et appliquées en quelques semaines. Pareil pour la Fédération de Russie, dans le dossier ukrainien, et que là, il n'y avait pas de débat, hein. Il y avait une unanimité totale, et encore pire si on parle de la République islamique d'Iran, qui depuis 1979 croule sous les pressions des sanctions économiques internationales, hein. Et là, ça va très vite. Il y a une unanimité dans le paysage politique, diplomatique et médiatique français ou international qui fait que ça agit très vite. Or là, on se rend compte qu'on a des petits lobbies du style écologique et voire même le lobby LGBT qu'on pense parfois être un peu hyper puissant, qui n'ont finalement pas le pouvoir de convaincre et d'imposer aux grands puissants de ce monde de boycotter le Qatar, ne serait-ce que de boycotter une petite Coupe du Monde. Je ne parle même pas de sanctions économiques réellement efficientes, et que du coup, il y a bien une hiérarchie dans ces lobbies, et la question, c'est de savoir qui est en haut des lobbies les plus puissants. Et on se rend compte qu'en vérité, dans les lobbies les plus puissants, ils ne décident d'appliquer des sanctions ou des boycotts que quand ça va dans leur intérêt. Et leurs intérêts sur cette question du Qatar, c'est justement d'utiliser cet émirat pour ce qu'il a fait de pire, à savoir de corrompre la résistance palestinienne et de détruire des piliers de la résistance comme la Syrie et l'Irak, qui ont toujours été des soutiens fondamentaux vers cette résistance palestinienne, ou de manière plus générale anti-sioniste au Liban, ou anti-occupation de l'Amérique en Irak. Et donc, pour cela, ces pays et ces lobbies surtout, non seulement, on va dire, utilisent le Qatar pour financer, faire grandir, former et soutenir le terrorisme à l'international, mais en plus, ces grands, le haut de la hiérarchie de lobby demande aux petits lobbies de fermer leur bouche sur, à la limite, des choses qui pourraient être condamnables au Qatar, comme le droit de certains travailleurs, ou même jusqu'aux conditions des LGBT, puisqu'on nous parle que de ça à nous à longueur de journée. Mais le lobby sioniste, les lobbies atlanto-sionistes et les lobbies de la grande finance demandent bien aux lobbies LGBT de fermer leur bouche sur cette question, parce que le fait de pouvoir utiliser le Qatar pour corrompre la résistance palestinienne ou pour détruire des pays comme la Syrie, c'est visiblement plus important pour eux que la condition des homosexuels dans la péninsule arabique. Donc, j'ai envie de dire que la boucle est bouclée, hiérarchie des lobbies, et on comprend bien qui domine qui. Et ça me permet peut-être pour terminer sur une conclusion franco-française, lorsqu'on nous parle des droits des LGBT en France, il faut bien comprendre qu'au-dessus d'eux, de mon point de vue, il y a un autre lobby, et leur but, c'est pas à la limite que les homosexuels vivent bien en France, parce que je suis désolé, il n'y a pas de ratonnade ou de massacre contre les homosexuels dans le Marais, mais le véritable but, c'est bien de faire du peuple français un peuple d'homosexuels soumis de A à Z au sionisme. Et donc je terminerai là-dessus. Je remercie ceux qui ont eu la patience d'écouter jusqu'à maintenant. Et puis on va peut-être ouvrir les questions s'il y en a qui veulent intervenir ou s'il y en a qui veulent tout simplement rajouter quelques points. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'enregistrement de cette émission tous les dimanches à 21h30 sur le canal Telegram Axe de la Résistance. Vous pourrez prendre la parole pour poser des questions ou intervenir sur des sujets qui vous tiennent à cœur. En attendant, que la paix soit sur vous tous. Et à bientôt, si Dieu le permet.